À travers la chaleur de midi, le jaillissement d'une flamme me frappa les yeux. À droite, près de la route, s'élevait un noyer vert, très haut et immense. Et pas loin derrière lui, le portail noir arqué d'une forge ressortait comme un trou sombre entre des maisons grises. La flamme perdit son intensité, et dans la pénombre, sous la voûte en pierre, apparut la silhouette robuste d'un homme barbu, aux cheveux frisés, en tablier de cuir noir, qui se mit à marteler énergiquement et rapidement quelque chose sur l'enclume. Le jaillissement de la flamme dans le paysage de moisson que je portais en moi m'avait ébloui, comme s'il avait été l'apparition de la chaleur que mon corps entier avait absorbée durant tout le trajet en train et qui à présent me cloît sur place. Et pendant que le forgeron martelait vivement et inlassablement, puis plus lentement, un morceau de fer saisi dans de longues tenailles, pareil d'abord à un glaçon rayonnant par sa blancheur et se transformant en rubis étincelant sous les coups, j'entendais la flamme retentir de plus en plus loin. Elle résonnait comme une cloche dans le silence du village tout entier et au-delà, dans toute la région. Et cette flamme sonnant midi faisait balancer les lourds épis dorés, loin derrière les murs des dernières maisons, dans les champs d'azur. Et lorsque je quittai la route et pris le chemin menant vers la forge et suivis l'ornière creusée par un chariot pour regarder de près ce que le forgeron martelait, une fine poussière grise se glissa dans mes sandales, se faufila entre mes doigts. Je me vis alors courant sur un chemin embrasé par le soleil de midi, entre deux grandes parois de blé doré, et me voilà qui court le plus vite possible pour fuir l'angoisse qui m'envahit brusquement de me noyer dans cette poussière grise. Je cours si vite que j'étouffe de chaleur, et finalement, par désespoir, je saute à droite dans la paroi de blé et j'y reste allongé. Je sens la fraîcheur et l'humidité de la terre, et au-dessus de moi, dans l'azur lointain, j'entends mon cœur battant résonner dans les épis dorés qui se mettent à se balancer. J'arrivai au noyer et restai debout dans son ombre, caché derrière l'énorme tronc grisâtre. Le branchage de l'arbre immense se déployait au-dessus de moi dans les hauteurs, et ses larges feuilles traçaient sur l'herbe, dans le soleil de midi, un cercle vert sombre qui touchait presque le portail de la forge, où, à ce même instant, le martèlement retentissant du forgeron venait de cesser. Il s'éloigna de l'enclume et s'avança vers le foyer. Appuya son pied sur quelque chose, les étincelles se mirent à scintiller, elles s'éteignirent dans sa barbe, et une flamme jaillit en direction de la voûte ovale noircie et illumina toute la forge. Le géant noir, pareil à un héros de la mythologie grecque que j'adorais, mit dans le foyer ce qu'il tenait dans ses longues tenailles noires et attisait le feu qui blanchissait alors que le fer y rougeoyait tout doucement, comme son cœur. Mais je n'eus pas le temps d'examiner tout l'espace de la forge, qui était beaucoup plus grand que je ne l'avais imaginé, car il pouvait même abriter une charrette et des chevaux, et encore moins le temps d'observer, accroché le long du mur de pierre ou posé à côté de l'enclume ou réparti sur l'établi, tout l'outillage étrange du forgeron qui pourtant m'intéressait beaucoup, parce que c'était la toute première fois que j'avais eu l'occasion de voir une forge de si près. À ce moment-là, le forgeron se tourna et appela « Teresa, où es-tu ? Viens ici, tu vas me passer le petit marteau. Je dois terminer de forger les coins d'abattage. Franzek viendra les chercher après le déjeuner. Et en plus, je dois faire des clous à ferrer et des fers à cheval. Je vais devoir ferrer 2 chevaux demain. Alors, tu vas t'occuper du feu. Tu vois ce que je veux dire. Tu vas l'attiser avec le soufflet, d'accord ? » Et près de moi, une voix de jeune fille répondit. « Tout de suite, j'attends juste que tu termines. Le déjeuner est sur la table. Je vais le remettre sur le fourneau. » Et avant même de me cacher derrière le noyer, car je honte des pieds comme ça, je pus apercevoir que là d'où provenait la voix, gisait près d'un bâton du portail noir en bois une énorme meule adossée un peu de travers au mur en pierre de la forge, dans des orties et de l'herbe sauvage, haute et jaunie, et qu'une fille aux cheveux noirs, en t-shirt jaune, était assise dessus.
Elle paraissait toute dorée et me regardait de ses grands yeux de velours noir. Elle m'observait peut-être depuis que j'étais là, debout, et je sentis en plus, au moment où nos yeux se croisèrent, son regard pénétrant me foudroyait de la tête aux pieds comme une foudre noire. J'eus si peur que je me retournai rapidement et me mis presque à courir. Mais je réussis quand même à la voir, rien que du coin de l'œil, se lever en se cambrant. En reprenant la route en asphalte, j'entendis à nouveau le martèlement du forgeron, qui était moins retentissant, et finalement, de loin, je ne perçus qu'un sifflement aigu. Plus tard, j'entendais quasi constamment ce bruit, ou du moins j'en avais l'impression, et avec ça, l'image de la fille aux cheveux noirs, en t-shirt jaune, assise sur la vieille meule granuleuse posée par terre près de la forge, me poursuivait partout. Et chaque soir, dans le silence de la nuit, je refaisais dans mon esprit tout le voyage jusqu'à Hejmanice, surtout pour revivre cet instant baigné d'une lumière semblable à celle qu'il y avait lorsqu'on nous prenait en photo à l'école, quand nous étions tout petits, et lorsque le photographe allumait la lampe éclair avant d'appuyer sur le déclencheur. Et à vrai dire, j'attendais tous les soirs que le jardin devant la fenêtre fût subitement inondé de cette lumière, et je savais alors que la lune s'était enfin levée. Elle devenait ronde. Il semblait que la pleine lune était proche, et dans ce clair de lune, je percevais beaucoup plus distinctement qu'en réalité le moment passé à la forge. Car la fournaise du soleil de midi semblait plutôt l'obscurcir. À la lumière de la lune, tout était plus net, comme sur une photo. À ce moment, souvent je me levais et allais prudemment jusqu'à la fenêtre. Je sentais sous mes pieds le froid saisissant du plancher en bois. Je me penchais par la fenêtre et regardais le jardin qui baignait dans le clair de lune. L'herbe entre les arbres était couverte de rosée et brillait de sa blancheur comme saupoudrée de givre. En revanche, le ciel entier était un immense miroir obscur. Quelques étoiles surgissaient par-ci, par-là de ses profondeurs, comme des points argentés serrés. Et dans le gouffre de l'obscurité, la terre expirait son souffle flavescent jusqu'à ce qu'elle emplisse tout l'univers. À droite, derrière le village, loin dans les champs, brillait déjà la lumière éclatante et intense des lampes, semblables à de grandes assiettes blanches sur des poteaux noirs. Les ampoules électriques, les ampoules éclairaient tout ce qui était en dessous, qui échappait à mon regard, mais elles projetaient aussi vers le haut un cercle ou un ovale lumineux, sans doute à cause de la disposition en rond des poteaux noirs qui se devinaient d'après la ligne noire courbée du câble électrique, qui se dessinait d'une couleur argentée, reliant les lampes entre elles comme un fil d'une toile d'araignée. Et dans cette lumière éclairant les hauteurs, je pouvais parfois apercevoir des gerbes dorées ou des bottes de paille voler au loin, au-dessus des toits sombres et silencieux. De là, on percevait le bruit d'une batteuse qui faiblissait et se remettait à rugir avec acharnement, selon qu'elle marchait à vide ou avalait les épis de blé, ainsi que des cris, des appels, des jubilations et des éclats de rire. Les lumières des tracteurs léchaient de temps en temps les cimes noires des arbres dans les jardins, et parfois, dans le ronflement et le vrombissement de leurs moteurs, un animal mystérieux, invisible, caché dans l'obscurité, renâclait, reniflait ou hennissait. Puis on distinguait des voix agacées, mais aussi des éclats de rire. Et de temps en temps, un jet flavescent de glume jaillissait dans la nuit et perçait l'enclos lumineux tracé par les lampes et se disséminait dans un sifflement et disparaissait dans la nuit. Parmi les champs, cet espace illuminé du battage nocturne ou du blé et son reflet lumineux tremblant dans le ciel me rappelait une piste circulaire et la voûte céleste sur laquelle s'élevait silencieusement la lune croissante blanche, le chapiteau d'un cirque qui faisait apparition quelquefois dans notre ville et apportait la promesse de prodiges. Et à cela se mêlait la profonde respiration des dormeurs dans mon dos. Manek ne ronflait pas, mais il inspirait et expirait à plein poumon, à tel point
que j'avais l'impression qu'ils gobaient et engloutissaient avec rage tout le silence rayonnant ainsi que les bruits de la nuit d'été, et qu'ils les expiraient aussitôt, et que son haleine se confondait au souffle de la terre, et que tous les deux, lui et la terre, avec leur respiration, élevaient tout cela vers les hauteurs infinies, toute cette nuit d'été, où j'étais debout à la fenêtre. Et quand je retournai finalement au lit, je vis une lueur verdâtre affluer à l'intérieur par la fenêtre, comme chassée dans la maison par le coassement des grenouilles du petit étang proche. Et il me sembla que cette lueur se mêlait à la respiration du dormeur du lit d'en face, et que, doucement, inéluctablement, elle me soulevait, après m'être glissée sur la couette, de plus en plus haut, dans les hauteurs infinies. Puis je sentis un vertige obscur, enivrant, saisissant, et soudain, sans même m'en rendre compte, je me noyais dans cette lueur verdâtre qui ne cessait d'inspirer et d'expirer. Merci pour cette lecture. Donc, l'extrait que nous venons d'entendre a, lui, été traduit par l'épouse de l'écrivain et sa fille, Misla Emoé Binard. Le livre en question, La Mousse du Chinois, est composé de 3 récits qui couvrent trois topos géographiques. La Bohème d'une part, avec la campagne de la Moravie et la ville de Prague bien sûr, la France, Paris, la Provence, ainsi que la Polynésie française, Tahiti. Et j'aurais envie peut-être de commencer par vous poser quelques questions d'ordre biographique pour vous présenter tout simplement à ceux qui ne vous connaîtraient pas dans cette salle. Donc, brièvement, vous êtes né en 41 à Velké à Meziříčí en Moravie. Vous avez étudié la philosophie et la littérature tchèque à l'université Charles à Prague. Ma première question serait tout simplement quelle était l'ambiance dans ces années 60 avec ce dégel progressif? Comment se faisaient les cours de philosophie par exemple? Quels sont les professeurs que vous avez eus, si vous avez pu suivre certains cours de Patočka ou certains séminaires clandestins de philosophie aussi? Voilà, bonsoir, mesdames et messieurs. Excusez d'abord mon français parce que je ne suis pas habitué à parler devant le public français, etc. Et voilà, c'est tout. Parce que, excusez mes fautes, etc. Et voilà, parce que le tapas, je dois parler. Je dois dire d'abord que ce n'était pas tellement simple pour moi étudier à la fac, à l'université de Charles, parce que d'abord, après le bac, j'étais obligé même, on m'a interdit étudier aux écoles, à l'université. J'étais par le régime ancien, le régime des communistes, et j'étais obligé d'aller travailler manuellement, comme on peut dire, hein. Et j'étais comme un ouvrier dans une fabrique où on fabrique le papier. Après, je bétonnier 4 ans presque. Ça veut dire pour moi que je suis venu à Prague dans les années 60. C'était à ce moment quand ça a déjà commencé, comment vous dites, ce dégel. Et ça veut dire que j'étais vraiment plein d'espoir, etc. Parce que vous pouvez imaginer après cette odyssée, qui d'un côté j'étais heureux parmi les ouvriers, parce qu'à la fin j'ai bien trouvé ce sont les meilleurs types de ma vie. Aujourd'hui je dois même seulement dire que c'est vrai, parce que heureusement j'ai tombé sur les gens qui étaient vraiment
bien, comment dire, le type, les hommes, vraiment les hommes. Et voilà, en arrivant à Prague, j'étais bien comment on dit, avalé par l'atmosphère même des grands changements qui se commençaient à manifester dans la littérature. Monsieur Alim déjà connaît très bien. Monsieur Lim, cette situation, parce que tout d'un coup, on a lu les auteurs qui étaient interdits, ça veut dire Holland, etc., les grands poètes, les plus grands poètes, même Jaroslav Seifert, etc., les grands poètes tchèques qui étaient un peu interdits. Holland était interdit complètement dans les années 50. Même on a édité les livres des Zaradniche qui étaient emprisonnés dans les années 50, etc., etc. Ça veut dire que c'était les années pleines d'espoir. Mes années à l'université, c'était plein de cette aspiration, on peut dire. Et j'étais très influencé par la philosophie grecque, ça veut dire Héracleitos, qui j'ai trouvé comme un grand poète en même temps, parce que les verbes, les axiomes ou les fragments qui sont restés après Héracleitos, ils sont devenus pour moi même une poésie. Vous avez un poète grand français qui s'appelle René Char, et c'est aussi j'ai déjà eu dans mon corps, etc., dans ma tête. Vous avez déjà entendu ce mot, le chaleur, jar. Ça veut dire, Héracleitos, c'est toujours la philosophie des flammes, c'est la philosophie de la chaleur, etc. Et même c'est la chaleur de la Provence, où les oiseaux se changent en noir. J'ai bien vu ça aussi pendant mes voyages en France. Voilà, c'était là, et j'ai continué avec Hegel, par exemple, parce qu'il a Hegel comme un philosophe allemand, il a aussi, c'était le changement, la dialectique, etc. Donc voilà, c'est ça, c'est là. Après, j'étais aussi influencé par la littérature, je dois rappeler par exemple le nom Antonin Jelinek, qui était mon professeur, etc. Félix Vodička, c'était les grands. Vodička, c'était un grand théorétique littéraire qui a participé à l'école structuraliste de Prague, avec Mukazovsky, etc., avec Roman Jakobson et les autres, bien sûr. Voilà, c'est tout. À peu près, c'était, si je vais raccourcir ça, c'était bien coupé avec l'occupation par les Charles Ries, et un ami de France qui a connu déjà j'étais vraiment, comment dirais-je, j'étais vraiment attiré par René Char dans cette époque, parce que c'était pour moi un poète qui est de l'autre côté aussi proche, un grand poète tchèque, Holland, Vladimír Holland,
Et ça veut dire, ça c'est un peu, voilà. Il y avait un lien entre les deux. Il y avait une relation entre eux. Et après, il y a un grand poète tchèque, Jakub Deml, qui aussi, Jacques Deml, Jakub Deml, qui était le poète de mon paysage où je suis né. C'était le grand poète tchèque de la région de la Moravie où je suis né. Ça veut dire, c'est à peu près, c'est à Sauve et c'est pas loin de Brno. Voilà, c'est aussi, il y a les scènes, par exemple, pleines de la chaleur, qui sont de mon enfance, parce que là, quand le paysage de ce coin de la Moravie de l'Ouest, Sapani, de l'Ouest, c'est plein de grands cailloux, on les appelle belribi, comment on dit belribi? Des baleines. Des baleines, des baleines, je m'excuse, mais c'est rigolo. Pour moi, je ne me souviens pas de ce mot. Et quand ces baleines, en tout cas le grand poète tchèque Březina, il a dit ce sont les baleines mocní, ça veut dire puissantes, voilà les balenes. Ça veut dire, mon enfance c'était souvent, je suis resté allongé. Je suis resté allongé sur les baleines, quoi. C'était plein de la chaleur de midi, etc. Même, voilà, c'est quelque chose qui a resté pour toute ma vie dans ma tête. Et aussi, j'ai écrit un livre de poèmes, voilà. Qui s'appelle La tête du fer. Voilà, ça s'appelle La tête du fer, qui était édité, qu'il a reçu aussi un prix littéraire. Depuis je suis un peu un collectionneur de prix. Ça fait honte, parce que j'ai déjà dit que le poète, pour un poète, c'est quelque chose qui est dangereux pour lui. Je dis ça tout à fait directement, ouvertement. Et je dis qu'en reçu le prix de Kniezka Knia, que c'est moi, je trouve que c'est un malheur. Un malheur, pardon. Un malheur, pas monsieur Daniel le sait très bien parce qu'il a été là, mais je dois après j'ai bien vécu une histoire. Il y a des jours, là, c'était une autre chose. Vraiment, on va parler, c'est tout. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Si je ne me trompe pas, votre travail de fin d'études porte justement sur Deml. Oui. Et bon, à la fin des années 60, au début des années 70, vous enseignez donc la littérature à la faculté des lettres de Prague, avec notamment un séminaire assez fameux sur le poète Holland, justement. Oui. Et bien sûr, vous vivez l'arrivée de la normalisation, le durcissement idéologique, et bien sûr, vous finissez par être expulsé de la fac. Peut-être 2 mots sur la façon dont ça s'est fait. Non, c'était assez... Qu'est-ce que vous voulez, non? D'abord, c'était un sentiment vraiment tragique. Comme j'ai déjà commencé à dire, après j'ai tout à fait oublié, mon ami qui m'a envoyé René Charles, il m'a écrit « Je t'envoie René Charles, le risque, t'as envoyé les chars. » Voilà, comme ça, mais je dois dire que pour moi c'était une rupture dramatique et même avec la poésie, je dois dire, même si j'ai écrit encore, tout d'un coup j'ai réalisé que je ne peux pas
exprimer mes sentiments de la situation telle qui se développe dans le pays. C'était la situation qui a mortalisé un peu, on peut dire, On comprend, oui. Oui. Le pays devait devenir petit à petit mort. Et dans cette situation, j'ai bien compris que les poèmes sont un peu faibles pour exprimer ça, et j'ai commencé à écrire la prose. J'ai écrit un roman qui s'appelle Playback, où j'ai essayé d'exprimer ce sentiment d'état mort. Ça veut dire, c'est à peu près mon changement qui est venu. De l'autre côté, après l'expulsion de la faculté, heureusement, j'ai reçu, grâce que j'ai un peu fait la bataille avec mon chef qui s'appelait Zone, qui m'a liquidé. J'ai dit, il m'a donné il a formulé la rupture du contrat avec la fac. Il a mal fait, et à ce moment, j'ai dit, vous devez écrire recommandation. Je vais rester libre, parce que je me suis dit, je ne vais plus travailler pour les bolcheviks. Hein. C'était un peu un sentiment, bien sûr, parce qu'en tout cas, je suis devenu d'accord cette recommandation. On m'a donné la licence pour la traduction ou pour la traduction. Voilà, il y avait les maisons d'édition qui étaient capables de me donner le travail. C'était par exemple la maison d'édition Visegrad, c'était la maison où était le rédacteur, c'était seulement les anciens prisonniers politiques. Ils ont eu, bien sûr, la compréhension pour l'homme presque j'étais pas emprisonné, mais j'étais emprisonné dans mon pays, mon pays natal. Je suis devenu un prisonnier. À ce moment, voilà, j'ai traduit par exemple pour eux des romans de Cesbron, Les Innocents de Paris, etc. Et pour la maison l'édition Mlada Fronta, j'ai eu aussi une fille qui a été, c'était pas mon ami, l'ami aussi de ma femme. Et elle m'a donné une traduction de Jacques Pressot. J'ai traduit son roman qui l'était meurtrier. C'était un travail pour moi. C'était un grand écrivain. J'étais bien. Après, si je me peux même vanter, j'ai traduit le prix Nobel français, Claude Simon, Le Vent. Le roman, le vent. Voilà, je vis voilà, comme ça. J'ai réussi à vivre un peu. C'est tout. En même temps, excusez-moi, si je peux, j'ai bien travaillé dans le samizdat. Hein? En même temps, parce que j'étais complètement libre de l'autre côté. J'étais obligé seulement de gagner un peu d'argent pour renouveler la licence. La licence, ça veut dire qu'il y avait une certaine somme que j'étais obligé avoir pendant une année. Et après, on m'a renouvelé la licence. Voilà, c'était autrement, j'étais libre comme un oiseau, comme
je dis toujours que j'ai bien vécu comme un un galet dans le Studenka. Dans une fontaine. Dans la forêt, quoi. Studenka, dans une source. Dans une source, oui. Oui, vous avez mentionné le samizdat. Je précise, c'est un travail de longue haleine et assez impressionnant, notamment sur une édition complète ou pratiquement complète de l'œuvre justement de Yacoub Demel. Un travail énorme puisque c'est une œuvre foisonnante, très très vaste, entrepris avec une grande personnalité de la littérature, de la critique littéraire tchèque, Bedřich Fučík, dont vous avez aussi préparé l'œuvre critique pour l'édition dans le samizdat. Ça c'est important. Une question qui m'intéresse et qui m'intéresse aussi à titre personnel, puisque mon père est tchèque, ma mère est française. Je sais que votre épouse est donc française, de nationalité française et de Tahiti. Peut-être quelques mots sur comment c'était de vivre en couple mixte comme ceci sous le communisme, et notamment les différents déboires que vous avez pu avoir lorsque après la charte 77, le régime essaie de pousser toute personne inconfortable en dehors du pays. Oui, c'était une histoire un peu banale. Ça veut dire l'amour d'un prof avec son étudiante. Ça arrive souvent et c'est dangereux, mais c'était vraiment un peu tragique parce que ça dure déjà presque 40 ans. Ça veut dire, de l'autre côté, je suis devenu endémie, comme on dit à Tahiti. Ça veut dire, je ne sais plus si je suis tchèque ou je suis tahitien. Ça c'est aussi rigolo. Hein? Je dis à ma femme, écoute, je suis un seul tahitien pire free, parce que moi je suis pire, tu comprends? Parce que vous êtes tous demi, tu es tahitien tchèque, parce que ton père il est tchèque. Ah, dans ce cas-là, oui. Et c'est beaucoup de Tahitiens sont demi, quoi. D'origine diverse. Oui, ça veut dire toute sa famille, on est déjà, je sais pas, on est aujourd'hui au moins 50, 60 notre famille tahitienne. Et etc. Voilà, moi j'ai essayé un peu relier, faire un complet quoi, de la vie européenne, de ma vie européenne, de la vie tchèque, c'est plutôt dire. Moi, je suis devenu un peu demi-français aussi, parce que depuis ma jeunesse, j'étais bien influencé, je dois dire, par la poésie française. À la fin, j'ai fait mes cours à la fac qui sont consacrés aux grands poètes français, comme Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire, etc. Ça veut dire je suis je commence à lire déjà Baudelaire, j'ai eu 18 ans. Hein. Et je ne suis toujours pas au début. Hein. C'est avec tout. Ça veut dire que ça c'est tout relié. En même temps, j'étais vraiment influencé par la vie tahitienne parce que c'est la vie tout à fait ailleurs. Voilà, c'est tout à fait difficile relier les domaines comme ça, mais j'espère que j'ai un peu réussi. Hein. Ça se reflète dans mes livres, et j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment traduire ça? La clé des songes d'un émigré, peut-être? Oui, à peu près, oui.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'était pas tellement simple de sortir de la Tchécoslovaquie, même quand j'étais marié avec une Française. Ça veut dire que je suis sorti pour la première fois pour Tahiti. Je suis parti pour Tahiti pour la première fois. Il m'a donné la permission pour le mariage. Après, on m'a interdit sortir. Ils ont dit, votre femme, elle peut aller n'importe où, mais vous allez rester ici. Mais après, ils ont eu une action qui s'appelait assainissement. Et c'était le moment où ils ont jeté de la République tchèque des gens comme Karel Bartošek, Jan Vladislav, etc. À ce moment, Prokop-Boskovec, etc. Et à ce moment, il m'a même proposé, quand je suis allé demander la permission pour sortir, vous pouvez aller là, vous pouvez même rester à Tahiti comme vous voulez. Ne rentrez pas. Non, ils n'ont pas dit, vous seulement donné, on a reçu un papier pour sortir avec le passeport. Mais ce papier s'appelle Doložka, quoi. Et ce papier, avec ce papier, vous étiez seulement autorisé à sortir du pays. J'ai dû laisser ce papier à Paris, à l'ambassade. Ici, dans la rue Bonaparte, ça me donne le souvenir, parce que après, quand je suis revenu de Tahiti pour mon père, à cause de mon père, ma mère est morte, et après je me suis dit, je dois au moins enterrer mon père s'il va mourir. Et je suis quitté Tahiti contre mon cœur, je dois dire. J'étais cloué ici à Ribonaparte depuis 2 mois parce qu'ils m'ont refusé d'entrer dans le pays. Mais c'est tout. Si ça suffit, je ne sais pas, mais je ne vais pas prolonger quoi. Oui, c'est vrai que c'est bien, vous le savez sans doute, c'est dans ce bâtiment que siégeait le consulat. Il siège maintenant dans la cour. Je pense qu'on va arrêter pour l'instant cette entrevue. Je finis juste en disant que après 89, vous êtes réintégré à la fac des lettres de l'université Charles. Vous avez enseigné longtemps. Et c'est aussi à partir des années 90 que vos œuvres littéraires commencent à paraître en revue et puis bien sûr en livre. Je vous propose peut-être de changer de registre et d'entendre un second extrait de ce livre, La mousse du chinois. J'avais également ignoré, jusqu'alors, qu'il existât au monde une bourgade portant le nom de Stare Herzmenove. Quelques maisons de campagne le long de la route, et nous étions arrivés à l'auberge, depuis la forêt, en marchant entre des jardins, pour finir par traverser une cour par l'arrière, dans laquelle se dressait une grange, et à 2 pas de là, une écurie. Tandis que sous les fenêtres du bâtiment faisant office d'auberge et d'habitation, s'élevait le fumier, et que tout à côté des marches conduisait à une porte ouverte. Les fenêtres d'un petit débit de boissons munies de quelques tables et de quelques bancs posés le long des murs donnaient sur une petite route d'un gris blanchâtre. À l'une de ces tables étaient assis 4 garçons bûcherons en bleu de travail. Mais quand nous fûmes passés de l'extérieur
à l'intérieur. Ayant quitté le soleil de plomb sur lequel nous avions cheminé parmi des jardins et des champs incandescents, et que nous eûmes parcouru un couloir encore plein de lumière, pendant un moment, je ne vis rien d'autre dans ces grisailles bleutées, vides et enfumées que des silhouettes noires. Pourtant, eux nous voyaient manifestement très bien, puisqu'à peine étions-nous apparus dans l'encadrement de la porte sans entrée, que l'une de ces silhouettes s'écria « Carrel, voici le jeune garde-chasse, enfin ! Et avec lui son étudiant. Sors de ton nid et verse-leur de la bière !» Avant de réaliser que le village avait déjà été conquis par ma gloire d'étudiant, dont je ne soupçonnais même pas l'existence une demi-heure plus tôt, j'étais assis avec devant moi une pinte posée sur un rond de bière. Elle brillait d'un éclat doré et portait une couronne si haute qu'on aurait dit de la crème fouettée. Mais la mousse blanche en avait des reflets jaunâtres, comme la mousse d'une rivière lors d'un déclenchement de vanne. Manek, qui occupait le haut bout de la table, tira ses documents de sa sacoche, les posa devant lui et commença à expliquer quelque chose au gars. Bon, moi j'étais un peu assis comme ça, à sa gauche dans le coin. Les garçons disaient quelque chose, ou les gars, j'écoutais pas, je ne buvais même pas. Je ne pouvais pas détourner mon regard de l'aubergiste, debout derrière sa tireuse à bière. Il portait une raie. Il avait les cheveux collés sur la tête. Sa face ronde brillait comme enduite de lard. On ne lui voyait presque pas les yeux tant ils étaient noyés de graisse. Et ses longues joues lui pendaient sur les côtés du visage et flottaient, pareil à des oreilles de chien de chasse. Il était debout derrière sa tireuse à bière, mais son ventre, qui lui prenait l'essence à hauteur du cou, n'était pas appuyé contre le comptoir. Il y était posé à la verticale, tel un tonneau de bière. Sous la tireuse s'éventaient 5 ou 6 pintes à moitié remplies. Et lui, il continuait à en faire couler comme ça 3 ou 4 autres, jusqu'à mi-verre, bien que personne ne fût entré dans l'auberge depuis. Peut-être, se rendit-il compte que je le regardais, car il ferma brusquement sa tireuse, et fixant sur moi un regard sombre, il dit « Ben quoi, l'étudiant? Tu bois pas ma bière ?» Il n'attendit même pas ma réponse, il ne regarda même pas si finalement je buvais. Alors il se retourna et disparut par la porte de derrière. Mais alors, comme l'éclair, si lestement que je compris seulement à ce moment-là comment il avait été possible qu'une bière fût apparue devant moi avant que j'eusse eu le temps de m'en apercevoir. En revanche, ce qui m'échappait, c'est comment cette vivacité, cette agilité pouvaient aller de pair avec cette obésité. Le type aux cheveux noirs, en chemise rayée et aux manches retroussées assis à côté de moi, leva sa pinte et se tourna vers moi. Je levai la mienne, trinquai avec lui, et les autres se joignirent à nous. Ah, sauf Manek, qui ne buvait pas, continuait à fouiller dans ses papiers et racontait quelque chose. La bière avait tiédi, elle était amère, mais j'en bus avec bravoure une gorgée comme il se devait. Pendant ce pèlerinage sous le soleil de l'après-midi, je m'étais desséché comme il se devait. Je ne possédais pas une bien grande expérience en matière d'ingestion de bière, mais j'en avais tout de même bu de temps en temps, ici ou là, quelques-unes. Principalement à la buvette en bois du stade de Tioche, que nous appelions la Fauvette, et où nous étions allés toute la semaine sainte. C'est ainsi que l'on appelle chez les Tchèques la semaine réservée normalement aux révisions du baccalauréat, où nous étions allés toute la semaine sainte quand nous préparions le baccalauréat. Mais nous en prenions toujours une seule, ou deux peut-être, et nous ne l'y touchions guère que du bout des lèvres. Oui, je ne tardais pas à comprendre que là, il en serait un peu différemment. Il m'apparut aussi que les couronnes de crème fouettée jaunâtre atterrissaient devant moi à la même vitesse que celle à laquelle les bûcherons trinquaient avec moi. Je cessais de m'inquiéter de la question de savoir comment le gros braque, derrière sa tireuse à bière, réussissait à faire ça si vite. Mais je commençais à me demander comment faire pour écarter de moi la menace d'un ventre prêt d'exploser ou d'imploser. Je pense qu'à ce moment-là, j'en avais déjà 2-3 dans le ventre. Je dis,
Où sont les toilettes ici? Le type aux cheveux noirs qui avait trinqué avec moi en premier sourit et dit: t'es bien pressé de faire ton pipi. Bon, vous êtes arrivé par derrière, bien cours par où vous êtes arrivé, puis devant les marches, dans la cour à gauche. T'as qu'à suivre l'odeur. Et il avait raison. Quand j'ouvris la porte, il me sembla que là, dans cet étroit réduit, j'allais suffoquer à cause de l'odeur d'urine. Je regardais dans le vague, debout sur une espèce de grille jaune pleine d'éclaboussures. J'urinais contre un mur noir couvert de goudron, sur lequel mon jet volait en éclats, le long duquel il coulait jusqu'à une rainure en dessous, avant de s'écouler au-delà par un trou dans le mur, directement dans le fumier apparemment, puisque quand je levai les yeux par le rectangle d'une petite fenêtre ouverte et à travers une toile d'araignée, je vis le sommet d'un tas de fumier posé là, directement, devant moi, qui brillait d'un éclat noir et or, sous le soleil de l'après-midi. Et en même temps, je sentis à ce moment-là sa puanteur s'engouffrer à l'intérieur comme une fumée, accompagnée d'un grondement pénétrant qui s'enfonçait dans mes oreilles et se précipitait sur moi. Enfin, j'étais là, aveuglé, étourdi, en quelque sorte dans l'incapacité de comprendre d'où sortait ce bourdonnement furieux. Ouf, on aurait dit que des milliers de quenouilles tournaient et ronronnaient sans discontinuer, comme en ville, derrière les fenêtres sales de l'usine Utah. Ou alors, pourquoi pas, qu'une scie invisible se mettait à mugir là-dedans, jusqu'à le sentir sur mon visage. Enfin, quand après cela, je m'ébrouais désespérément, il m'a paru que je me trouvais au milieu d'un essaim de mouches noires qui se précipitaient sur moi, pareil à des grenades et des obus en train d'éclater furieusement. À peine me fus-je rassis à la table, haletant, que le type aux cheveux noirs qui m'avait envoyé aux toilettes dit: c'est pas mal, hein? Hein, vous en avez pas comme ça en ville, l'étudiant. Tu sais, nous les hommes, on préfère pisser directement sur le fumier. Tu te mets sur la première marche et voilà. Pas vraiment, petit Carrel. Et il se tourna vers l'aubergiste. Faut bien qu'il essaye la trique que t'as ici, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Petit Carrel ne dit rien. Il se contenta de grommeler tout en remplissant obstinément jusqu'à mi-verre une dizaine de ses bières. Puis, aussi vite qu'il bougeait, il lança: toi, Pépane, je te le dis, hein, à chaque fois que t'as reçu ta paye, il faut toujours que t'aies le diable au corps. Le garde forestier devrait pas te lâcher dans la forêt tant que tu lui auras pas promis de pas faire de tintouin si c'est ta gonzesse qui vient chercher ta paye. En voilà une qui te donne de quoi te payer une seule bière, et basta. Sinon, ça se termine toujours mal à chaque fois. T'es con quand tu te cuites. Je me réjouis déjà de ce qui va t'arriver ce soir en fin de journée, la pauvre cinglée. Manek n'avait pas réagi, mais je vis que ses papiers avaient disparu de la table et qu'il n'avait pas fini sa bière. Là-dessus, Pépane dit: une de plus pour l'étudiant, c'est moi qui paye. Une de plus pour vous aussi, monsieur le garde forestier, finissez celle-là, sur ma paye. Puis il se tourna vers moi et dit: dis-moi, l'étudiant, t'as déjà vu un chat boire du rhum? Je parie que non. Derrière la tireuse à bière, on entendit: Pépane, s'il te plaît, fais pas le con. Ce à quoi Pépane dit: ah ça, mon petit Carrel, tu vas pas me gâcher mon plaisir. Ce sera pourtant pas la première fois qu'on se prendra un godet de rhum. Hein, mon petit Carrel, tu vas faire des affaires. Le petit Carrel se tut. Sur ce, Pépane fondit à nouveau sur moi. Alors, l'étudiant, hein, t'as pas vu de chat boire de rhum? Tu crois qu'un chat peut boire un godet de rhum? Quand je hochai la tête, il dit: eh ben moi, je vais te faire voir ça. Tu m'en diras des nouvelles. Allez, un godet, t'es dac. Je dévisageais les autres gars. J'ai fini par regarder Manek d'un air interrogateur. Les types ne disaient rien, Manek non plus. Mais Pépane insistait: allez, déconne pas. Au moins, tu connaîtras quelque chose que tu n'as jamais pu voir à l'école. Tu crois pas que c'est un godet qui vaudrait le coup, non? Ah, je dis: bah ouais, mais où tu vas prendre un chat? T'en as un chez toi que t'as dressé, quelque chose comme ça? Et à mon fort, j'espérais que le petit Carrel, qui était
du moins donnait l'impression d'être opposé à cette idée, n'avait aucun chat de la sorte dans son auberge. Pépane sourit. Qu'est-ce que j'irai faire chez moi? T'occupe pas de ça. Commande un godet, un grand, on va pas lésiner. Allez, c'est parti. Si Charles n'y arrive pas, je paye un godet à tout le monde. Une silhouette noire, assise en face de moi devant la fenêtre, marmonna. Allons, bon, il remet ça. Je dis, Monsieur Carrel, s'il vous plaît, servez-nous un grand rhum. À tout le monde. Non, pour le chat, après on verra. Pendant que nous discutions de cette façon-là, M. Carrel avait dû déjà préparer le godet. Car tout juste avais-je proféré ces paroles qu'un grand godet de rhum était déjà posé au milieu de la table. Pépane dit « Bon, mais il faut que je me prépare. » Il se leva et quitta la salle. Je dis « Bah, où il va? Il a pourtant dit qu'il ne prendrait aucun chat. »« Attends, tu vas voir, » dit l'un des bûcherons. Le calme régnait. Seul le godet de rhum, au milieu de la table, brillait d'un éclat sombre et doré sous l'effet du soleil de l'après-midi qui pénétrait à l'intérieur à travers des rideaux jaunis. À cet instant, dans le couloir, un clapotis se fit entendre en provenance de la cour, comme si quelqu'un avait commencé à pomper de l'eau d'un puits. Mais aucun autre bruit n'était audible, aucun grincement ni rien de semblable, seulement cet éclaboussement et ce clapotement de liquide. Un autre bûcheron dit « Il fait pipi !» Je ne comprenais pas du tout ce qui était censé se passer. Plusieurs fois, je prenais les jambes de Manec sous la table, mais il ne réagissait pas, il levait seulement sa pinte et buvait. Mais ensuite, les choses commencèrent à prendre une tournure quelque peu précipitée. Comme dans un film accéléré, Pépane, soudainement, fut debout, à côté de la table, les jambes écartées, et tendit la main vers le godet en disant « Bon, et maintenant, l'étudiant, regarde comment un chat boit du rhum. » En vain, je promenais mon regard autour de moi pour voir où était le chat. Mais voilà que le godet gagna les hauteurs, comme sous l'effet d'un geyser jailli du plancher, vu que Pépane l'avait empoigné avec la rapidité de l'éclair, et que, courbé en deux, en touchait terre et le catapulta, disons, jusqu'au plafond, où le liquide jaunâtre se brisa avant de se répandre, se précipiter directement dans sa bouche, si démesurément ouverte, qu'on aurait pu croire le godet vidé, à l'instar du rhum, disparu dedans sans laisser de traces. Sauf que Pépane le reposa sur la table avec cérémonie. Lequel Pépane dit « Bon, alors, l'étudiant, maintenant, tu sais comment un chat boit du rhum. » Je devais avoir l'air joliment niais, car Pépane commença à s'en taper sur les cuisses, à rire à gorge déployée et à crier à l'attention de toute l'auberge. « Vous voyez ça, les gars, ça a encore marché. J'attrape tout le monde avec ça, bon sang, crénon. J'attrape même un étudiant. Alors ça y est, tu saisis l'étudiant. » Je ne saisissais rien. Et je ne disais rien non plus. Je ne posais plus la question de savoir ce qu'il en était au juste du chat, ni où il se trouvait. Je me demandais combien de temps Pépane s'était entraîné pour réussir ce truc avec le rhum sans s'en mettre partout. Les autres non plus ne disaient rien. Pépane s'immisça dans le silence pour dire « Il ne saisit pas parce que c'est impossible. Alors c'est moi qui vais tout lui dire. Tu sais, l'étudiant, où est le chat ?» Puis il se tut, manifestement désireux de déguster son air de magie. Et moi, d'entendre l'appel du magicien sous sa tente blanche à Radetz, à 2 pas de la rivière, dans un endroit que nous appelions le petit pâturage, et au spectacle duquel ma grand-mère m'avait une fois mené à la tombée de la nuit, en me tenant par la main. Abracadabra. Je le revoyais manipuler un petit bâton noir en guise de baguette, retirer de ses oreilles et de son nez de grandes écharpes et de grands foulards en soie bigarrée, les faire ondoyer, danser avec eux, puis tapoter avec sa baguette le bord noir d'un haut de forme vide, s'en coiffer, lui donner un petit coup, l'agiter, et après l'avoir enlevé, à nouveau crier « Abracadabra !» puis finir par extraire de ce haut de forme lapin blanc
sur lapin blanc. Et c'est ainsi que je m'attendais, peut-être, à ce que Pépane se donnât un petit coup sur son ventre à bière, qu'il rouvrît monstrueusement son gosier et qu'il en fit jaillir un chat ivre. Là-dessus, il se donna réellement un petit coup sur le ventre, donc on va le faire résonner comme un tonnerre. Mais il n'en sortit pas de chat. Même quand, dans un grand sourire, il eut vraiment rouvert sa bouche jusqu'aux oreilles et qu'il dit « Alors, l'étudiant, tu sais où est le rhum? Ici. Et qui l'a bu? Un chat pourtant. Et c'est moi qui suis le chat. Je m'appelle Joseph le chat. Tu crois pas? Mais le garde forestier n'a qu'à te montrer tous les papiers qu'il a, tu verras ça noir sur blanc, il a le numéro de ma carte d'identité. » Je ressentis de la colère envers Manek. Mais Pépane se tourna vers la tireuse à bière en braillant. « Ticarelle, pour quel étudiant ne regrette rien, régale-nous donc d'une bonne tournée de Rome. » Qu'est-ce que vous en dites, garde forestier? Merci. Donc une scène d'auberge. Peut-être avant de parler du prix du livre tchèque, très rapidement quelques mots sur peut-être le style de votre écriture ou quelques mots sur les motifs. C'est vrai que notamment la lecture de cet extrait me fait penser que la critique en bohème vous rapproche parfois de Brumel Harabal, bien connu en France. Mais je crois que j'aurais tendance à préciser cette référence et peut-être à la réduire au Harabal du début, c'est-à-dire à ses premiers écrits. Parce que je crois que ce qui caractérise votre écriture, c'est souvent une simultanéité où le haut et le bas se retrouvent, aussi bien la trivialité quotidienne que le métaphysique. Et souvent les deux sont liés d'ailleurs dans les mêmes motifs. Et puis il y a une simultanéité à la fois qui concerne la temporalité et la géographie. Je crois qu'à la fin du premier extrait, nous avons donc cette description de la forge, de cette nature assez flamboyante, et nous découvrons en fait que le narrateur est chez lui, devant sa fenêtre. Ou dans la dernière nouvelle du livre, La mousse du chinois, il y a aussi cette vision à travers le temps, à travers l'espace. Et peut-être un motif important mentionné dans le premier extrait que nous avons entendu, celui de la lune, que je rapproche de celui de la mousse du titre du livre, à la fois crème à raser, à la fois écume de mer, flocons de neige, et bien sûr avec tout ce que ça comporte de symboles de contingence et de fugacité. Mais peut-être vous pouvez développer là-dessus, j'en ai assez dit. Je pense que c'est une chose, si je dois un peu expliquer, ce sera court, que c'est déjà chez Héraclitos, non? Je reviens là. Que le monde se change sans arrêt. C'est le monde, c'est toujours une flamme une flamme qui éclate, une flamme qui est morte. Et quand ça répète, voilà de ça, c'est répétition. Et aussi la transfiguration des choses, de la banalité en tragédie, parce que nous vivons, je dirais que dans une certaine banalité quotidienne et en même temps dans cette banalité
nous allons bien mourir, nous ne mourrons pas comme les héros antiques. Hein. Mais en même temps, c'est toujours, ça se change, cette banalité, ça veut dire cette banalité qui est là, transfigurée. Le héros achète une mousse à raser chez un Chinois, si un Chinois, pas un Chinois que je connais très bien, parce qu'à Tahiti, quand on dit je vais chez le Chinois, ça veut dire je vais au magasin, je vais acheter quelque chose. Ça veut dire il achète la bombe à raser et quand il devait se raser après 2-3 semaines, il attend seulement, c'est vide, tout est vide, ça veut dire son séjour à Tahiti et tous les miracles de la vie qu'il a considérés comme essentiels sont disparus. Tout d'un coup, parce que la mousse à raser est vide, la bombe. Hein? Et ça veut dire de ça, mais il cherche de nouveau comment revivre. Ça veut dire, il peut revivre ça ça veut dire c'est cette flamme de Héraclitos, si je peux dire. Vous pouvez bien remarquer qu'ici c'est pas tellement visible, mais j'utilise souvent les longues phrases. On peut dire comme votre Marcel Proust un peu, et comme Faulkner, et comme votre Claude Simon. Et moi, je dois dire, c'est la question le même, ça veut dire on vit dans un monde qui est un peu dispersé complètement. Ça veut dire on a perdu un peu le complet, comme on dit, le complet, le tout, l'unité, voilà, de la vie et du monde entier, quoi. Et de ça, c'est ma écriture, je vais trouver les nouvelles relations. Ça veut dire créer de nouveau cette unité. Ça veut dire retrouver les relations entre les gens et entre les hommes et les choses, etc. Parce que les hommes sont tellement, dans ce monde, sont devenus, sont aussi menacés par la mort. Parce que quand l'homme est menacé par la mort, même les choses qui l'entourent sont en danger, quoi. Et voilà, je veux ça donner l'ensemble de ça, c'est la longue phrase qui essaye de se relier de nouveau cette osnova, quoi. Osnova, comment on dit Il y a d'autres traducteurs dans la salle. J'ai un traducteur, Producteur. Tkani, quoi. Oui, la fibre. La fibre, c'est tout à fait déchiré et j'essaie de nouveau de retrouver cette unité, cette dispersion va disparaître. C'est tout, je dirais, c'est court comme ça, mais est-ce que ça suffit? Je ne sais même pas, mais je crois que je parle trop, hein. C'est mieux que... Et je crois que c'était assez clair, mais nous pourrons développer ça éventuellement tout à l'heure. Je me tourne vers Martin Danesch, peut-être pour nous présenter un peu qu'est-ce que c'est donc que ce prix du livre tchèque nouvellement créé. Je dois dire pour commencer que ce nouveau prix a du flair, puisque le premier lauréat du prix du livre tchèque vient, il y a 2 jours, de recevoir aussi le prix Seifert, qui est un des plus prestigieux prix littéraires en Bohême.
Donc c'était, je crois que voilà, vous aviez vu juste. Alors peut-être quelle est l'idée derrière ce prix? C'est pas moi qui ai vu juste, mais c'est le jury de notre prix qui est composé des traducteurs littéraires, d'académiciens et des libraires pour qu'il y ait un jugement équilibré. Et je pense que c'est assez unique qu'un seul livre reçoive 2 prix littéraires. Pour moi, dans le contexte tchèque, je ne connais pas un autre exemple. Et si je reviens au prix du livre tchèque, en fait, l'idée est basée sur le fait que la culture tchèque est quand même une petite culture. On n'a que 10 millions d'habitants en Tchéquie. Et je me suis dit qu'il serait bien de lier un prix littéraire classique avec une dimension internationale. Et cette dimension internationale, c'est justement d'inviter les éditeurs étrangers, européens ou autres, qui sont intéressés par la littérature contemporaine tchèque, et de leur donner un statut d'observateur qui leur permet d'abord de suivre le verdict ou le cheminement du jury vers son verdict, et puis de leur faire lire des extraits de ce livre, et puis de leur proposer ce livre à ce qu'ils le publient en traduction. Et donc, en ce qui concerne notre premier lauréat, et qui je pense est vraiment un lauréat digne de cette première édition du prix, et il y a déjà eu des échos favorables de la part de plusieurs éditeurs qui sont observateurs de notre prix. Il y a déjà un éditeur bulgare qui s'apprête à publier La Muse du Chinois. Et puis on est en train de discuter avec d'autres éditeurs. Très bien. Je vois que la soirée est relativement avancée. J'aurais peut-être envie, pour finir et pour mettre en valeur la dimension que vous venez de mentionner, de terminer par un dernier petit extrait et peut-être de vous donner la parole. Vous avez peut-être aussi des questions à poser à Vladimir Bénin. Mais en ce début de nuit, où, encore debout dans la cour, je regardais un bouquet de nuages rosés se pavaner au clair de lune sur les contours noirs d'une colline presque de biais au-dessus de ma tête, entre les cimes des cocotiers, et enfoncer ses tentacules dans la nuit blanche, pendant laquelle M. Noble retriait encore et préparait ses filets, plombs, hameçons, harpons et lances à poissons, et naviguait dans sa barque, destinée à ne plus jamais entrer dans aucun port. Du moins, tant que Tahiti, où je me trouvais moi-même désormais, ne serait pas redevenue poisson comme elle avait été dès le début. Barque destinée à ne plus faire cap vers d'autres océans ni bandes de terre. Au moment où cette fleur carnivore s'épanouissait dans une grande explosion et de ses tiges tentaculaires phagocytait la glorieuse croix du Sud, à ce moment-là, Mila entra dans la cour avec sa BMW orange, sauta de sa voiture et désigna les nus en disant « Le feu !» Et Papa Klima apparut soudain dans la cour en disant « Bon sang, quand je disais qu'il y aurait le feu !» Et se tournant vers moi, « Là-bas en haut, c'est sec comme du poivre, t'as bien vu ces coteaux. Il suffit que n'importe quel crétin y jette une bouteille vide pour qu'après ça s'enflamme avec le soleil à travers les morceaux de verre. Depuis combien de jours, au juste, il n'a pas plu ? Pour la dernière fois, je crois, quelques jours après le début de Tiurai, enfin, c'est-à-dire peut-être une semaine après notre arrivée. Oui, la première semaine après le 14 juillet. Avant, nous nous envolions pour Tuamotu. Et cela fait déjà presque 2 mois. Et il me revint en mémoire ce dimanche après-midi, où j'avais voulu aller à Mare Arauraou. Il pleuvait depuis le matin, et ce qui fait qu'à lieu de ça, on avait joué au rami.
pendant que la pluie heurtait les toits des cocotiers, ou les toits en palmes de cocotier et les feuilles de bananier. Des rigoles argentées à portée de la main dégoulinaient de la table où capotaient les cartes, et le salon, ouvert de tous les côtés, était cerné par le martèlement des gouttes de pluie qui, pareil à un animal velu et chaud, fourrait en moi par moments son museau humide. Et moi, j'entendais les pluies d'été de là-bas, en Moravie du Nord, ou quand j'étais enfant, je couchais dans un rucher, et le jardin résonnait comme si quelque métier à tisser cosmique avait filé les cordons de l'averse dont la navette allait et venait désormais en faisant cliqueter la nacle gris foncé de l'après-midi tahitienne. Et moi, j'avais le cœur serré par le regret de ces pluies perdues qui retentissaient de nouveau à Tahiti, mais elles aussi en route pour un voyage sans retour. Tout comme l'installation, digne d'un musée de cire, du roi de Tahiti, qui entre-temps, à Maréouraou, s'était dissout dans des pluies diluviennes, au point qu'il n'en était plus resté que 2 plumets noirs et blancs, tels qu'ils m'étaient apparus le soir à la télévision. Merci. Je me tourne vers vous, si vous avez des questions, des remarques à adresser à Vladimir Bénal. Silencieux. Moi, j'aurais peut-être une question pour vous montrer qu'il faut se lancer. J'ai remarqué justement dans cette nouvelle dont on vient d'entendre un extrait, un motif qui m'a frappé, où il est question de l'aube qui pointe, mais du fait que les coqs n'ont pas cessé de chanter toute la nuit. Et c'est un motif qui m'a frappé parce que dans cette nouvelle-là, qui est particulièrement belle, où la lune en fait et son renouveau, le fait qu'elle disparaisse, qu'elle réapparaisse, qu'elle transfigure les choses. Tout à l'heure, dans l'extrait de tout à l'heure, il était dit que la lune est une sorte de révélateur qui montre les choses, où on voit les choses soudain sous la lumière de la lune mieux, comme sur une photographie. Il est question bien sûr de renouveau, de mort, d'adieu, etc. Et ce motif du coq m'a fait penser bien sûr à Roland, à Halas, au coq qui chasse ou effarouche la mort, ou au coq pour Esculape. Est-ce que c'est conscient ou est-ce que c'est moi qui imagine des choses? Oui, c'est bien intéressant. Parce que c'est plutôt la réalité, mais ça peut, quand je vois être interprété comme ça, que le coq fait peur à la mort. Mais à Tahiti, c'est tout à fait une réalité qui se répète toute la nuit. Je dis, c'est la stafetament, c'est le relais. Le relais des coqs. Parce que je dis, c'est toujours un coq qui chante dans notre jardin, et l'autre, chez le voisin, il y répète. Parce qu'on est sur une île. Ça se tourne toute la nuit. Ça veut dire les coqs chantent toute la nuit. Ça veut dire que c'est vraiment une réalité qui est devenue, de votre point de vue, un symbole. Voilà, je suis heureux qu'on peut interpréter ça. Voilà, c'est ça. C'est d'un côté, M. Palenchek, je vous remercie. Parce que vous avez bien expliqué ma méthode et comment on dit, mon travail, Inspiration. Pas inspiration, mais technique, mon intention, aussi, comment on dit. L'effort que je fais. Ma force, qu'est-ce que je veux faire en fait.
Ça veut dire changer la réalité quotidienne, quelque chose qui est plus haut, qui nous montreront ça, parce qu'on a bien accourci ce dernier morceau, je suis fâché. C'est ma faute, c'est moi qui l'ai demandé à cause du temps. Mais c'était moi qui a trop parlé, quoi, c'est tout. Et parce que ça te termine, que vous avez voulu terminer d'abord où c'est ma Sur Concile, j'ai dû terminer avant la fin. Ça devient l'éternité. Ce soir, ça devait Et l'éternité, avec quand même, le mot éternité, mais à la fin, c'est ici. Parce que je me force de retrouver l'éternité, qui sont, comment on peut dire, qui sont cachés, qui sont noyés dans la réalité quotidienne, même dans la banalité, dans une banalité de vous êtes tous, même moi, habitués que la ligne, ça se toujours renouvelle d'un côté. Mais de l'autre côté, c'est pas vrai pour nous. C'est aussi un motif qui se balance, qui se promène dans mon livre. La ligne, une fois, nous les gens, on la verra plus. Attention, mes amis. Hein? Parce que la ligne, il monte, elle monte, et un jour, elle est morte. Mais l'autre jour, c'est la nouvelle lune, la nova. Nova. Et c'est un jour qu'on ne voit plus la ligne, mais après la ligne commence de nouveau monter, quoi. Et il y a une chanson populaire, polynésienne, qui dit, vous pouvez traduire mieux que moi, je crois, c'est la moto de la mousse des Chinois, c'est à la fin, c'est pas tellement difficile, ça sera vite fait. C'est déjà là, voilà. C'est Miasis Seriushnik de Navide, tu es une lune qui ne reparaîtra jamais, ô mon fils. L'aube froide aura lieu sans toi, ô mon fils, ô mon fils, ô fils. Voilà, un jour, l'aube froide sera sans nous. Ça, je veux dire, je pense que le travail d'un écrivain et d'un poète, c'est aussi se battre contre la mort. Ça, je suis sûr que c'est bien sûr que c'est Marnos. La vanité des choses. La vanité, mais c'est notre послание, notre vocation humaine. Je crois. Et si cette mort se manifeste comme la mort dans la société, ou je ne sais pas, la mort se manifeste toujours. Il fait les skizes. Les esquisses. Les esquisses. Et après, il fait son œuvre définitive. Mais nous sommes notre devoir, c'est se battre contre ça, si c'est dans la société, si c'est dans la vie privée, dans la vie des choses, etc. Si je peux même faire un peu ma confession. Ou profession de foi, peut-être. Confession, je pense vraiment confession, oui. Y a-t-il des questions? Se battre contre la mort, mais quand on a été interdit de publier pendant plusieurs décennies, que l'on n'a pas pu enseigner pendant l'époque communiste, et qu'après, finalement, tout devient progressivement possible, enseigner, publier, et que l'on reçoit des prix,
plusieurs prix. C'est quoi exactement? C'est une revanche sur la vie? C'est la littérature qui finalement gagne sur la politique, ou alors il faut revenir à la philosophie grecque, Héraclite, et puis relativiser l'importance de tout ça? Je pense que, je ne sais pas, mais je dirais que ça s'en fait, ce travail. Si ça donne les prix, si ça donne les livres qui sont édités, c'est toujours ça continue. Si je peux m'exprimer comme ça, hein. Ça veut dire, je ne trouve pas que c'est une revanche quelque chose. Ça viendra, voilà, c'est venu. Et je ne vais pas dire qu'on va maintenant faire dodo, quoi. D'accord, à cause de ça, je dis à M. Danish, comme il m'a donné son prix, je dis c'est plutôt le malheur pour le poète. Ça peut devenir, ce que vous avez bien dit, qu'on peut se dire, voilà, maintenant tu peux être content, non, mon garçon, non? Mais je vous jure que c'est pas comme ça, oui. Je suis plutôt, je sais pas dire, d'abord je suis heureux d'être ici parmi vous. Voilà, ça c'est essentiel. Je suis vraiment heureux de venir à Paris, de ma ville de poètes. Et je suis un peu content, je peux dire, que dans cette ville, des poètes comme Baudelaire, Apollinaire, un peu de mon œuvre, je pouvais présenter ici. Ça me donne plutôt, ça me donne une certaine, pas satisfaction. Moi, je suis heureux, c'est tout. Ah, ça, c'est la soirée qui est pour moi vraiment, comment on dit, importante. Parce que c'est lié avec mon amour avec cette ville je l'aime. C'est lié même pour Paris, comme je suis demi-français, demi-tchèque, demi-tahitien. Voilà, je suis quelque chose qui est un peu perdu. Et ça, maintenant je suis un peu dans la situation, parce que un prix, l'autre prix, demain, on sera où? On sera de nouveau là à zéro. Parce que c'est vraiment la vie, comme ça se renouvelle, mais ça va durer, je ne peux pas terminer, mais être pessimiste, mais ma femme dit toujours que je suis un homme tragique, mais je dis, mais c'est pas vrai, tu vois, je suis plutôt comique, tu vois. Elle dit toujours, avec ton point de vue tragique sur les choses, alors comme moi, je dis, je veux rire, mais ça, à l'école, même les étudiants, ils rient, moi, je pleure en même temps. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas vous un peu embêter, quoi. Hein? Moi, je ne trouve pas ça pessimiste. Je trouve que c'est plutôt une leçon d'humanisme. D'autres questions? Moi, j'en ai une. J'ai une question en qualité de femme d'écrivain. Donc, je sais un peu ce que c'est le quotidien d'un écrivain. Effectivement, je trouve que c'est jamais terminé. Si on a un prix un jour, le lendemain, on se lève et on s'assoit et voilà, il y a une page blanche et on écrit. Et moi, j'ai la question pour comment ça se passe dans votre couple? Parce que, par exemple, dans mon couple, mon mari, quand il écrit un roman, donc pendant l'écriture, je vais savoir un peu des grandes lignes, mais j'ai pas le droit de lire même des extraits. Et une fois le roman terminé,
je suis la première lectrice. Donc j'ai ce privilège, mais en même temps, après, il faut donner un retour. Est-ce que vous fonctionnez de cette manière avec votre femme? Comment ça se passe? Non, chez nous, c'est un peu... je ne veux pas... c'est de la question pour ma femme. Hein. Non, on veut parler comme une femme d'écrivain. Je ne peux pas parler à côté de ma femme. C'est un peu insolent, non? Est-ce qu'elle est votre lectrice? Est-ce qu'elle a ce privilège? Elle ne lit pas mes livres. parce que non, je ne vais pas expliquer, non. Même, je ne fais même pas un chichi, comme on dit, non, les chichis, je ne joue pas à la maison, ouais, je sais écrire, je suis écrivain, taisez-vous, je vais écrire, je vais écrire, mais ça, je dois demander à ma femme, on vit, je crois, comme la vie normale, et je suis écrivain, je suis pas écrivain, je suis habitué, non? J'ai écrit mes poèmes parmi les ouvriers, ils n'ont jamais demandé, tu écris des poèmes, mon ami Mane, c'est son nom, c'est un vrai type, malheureusement il est mort, maintenant, même dans mes livres, ce sont les héros, et qui sont devenus une légende parce qu'ils sont morts. J'ai dit, même quand je écris sur Paris, le vieux Paris est mort. Je voulais, non, parce que je suis ici après je ne sais pas combien d'années, et je vois comment ça s'est changé, le vieux Paris, mais je cite que, pas c'est bon, ma phrase, je vous cite Baudelaire, qui dit dans le poème le signe, le vieux Paris est mort. Mais aujourd'hui, quand je vois ici, je dis, déjà, je dois avouer que quand je viens ici, aujourd'hui, je n'ai pas eu assez de temps. La dernière fois, quand on a été ici avec ma femme, ça fait à peu près, on a été une journée seulement ici, mais je suis resté assis. Pas loin de Notre-Dame, j'ai regardé Paris, j'ai dit, mince alors, excusez-moi ce mot, c'est pas possible, hein. Ce Paris, il est jeune, je suis devenu vieux moi. Voilà, c'est comme ça avec moi. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Moi, je vis sa vie normale, j'ai écrit en même temps et j'ai jamais dit. À la fin, je suis malheureux quand le livre est fait, édité, etc., parce que les meilleurs livres sont ceux qui ne sont pas encore terminés. Ce livre, il est pour moi un peu quelque chose mort, parce que ça m'intrigue. Par exemple, la ligne de moisson, j'ai porté dans moi je ne sais pas combien d'années, et c'était un caillou dans mon cœur, ou je ne sais pas, dans ma mémoire, ou je ne sais pas où, et qui se laissait pendant le temps fabriquer, etc. Et c'était mon bijou. Mais moi, je l'aime, j'aime les livres qui ne sont pas encore, qui sont déjà commencés, par exemple, qui ne sont pas encore finis. Parce que comme ça, je suis vivant. Et de l'autre côté, je suis devenu un peu vieux. Et j'ai un peu peur que ça, parce que Baudelaire, quand il a, avant sa mort, il a dit que je vais mourir, mais je n'ai pas encore fait même une tierce, un tiers, de mon œuvre. Je dis, quand je lis ça dans sa correspondance,
Je dis, mince, alors tu as écrit que les fleurs du mal sont Héritière. héritières. Voilà, c'est aussi la vie, voilà. C'est ce travail interminable de lequel je parle, donc, de lequel je parlais, hein, le travail d'écrivain. Si je peux, excusez-moi si je dis, je suis pas même, je me sens même pas que je suis écrivain. Je seulement travaille, c'est tout. Comme je travaillais dans l'usine avec les gars, c'est pour moi quelque chose de complètement normal, souvent difficile. Plutôt j'ai perdu mon temps, si je peux dire, pas avec mes livres, mais plutôt avec les éditions que je fais. En même temps, quand vous voyez ce livre, j'ai terminé un grand livre sur Demel, qui a 60 pages. Non, c'est pas le travail sur Demel, mais c'est l'édition de l'œuvre de Demel qui a 600 pages, qui n'était encore comme ça, édité jamais en République tchèque. Ça veut dire, c'est plutôt, je vois que je suis plutôt un travailleur sur travailler, je ne fais pas la différence entre mon travail écrivain, si je peux dire, si je suis écrivain, je ne sais même pas, c'est à vous de dire que ce n'est pas moi. Et je suis plutôt l'homme qui servit, quoi, serviteur, quoi. Si je peux dire, si c'est pas vraiment qui veut sloužit, non, servir, quoi. C'est à vous de dire qu'est-ce que c'est pas moi qui peux dire. Je sais pas, non, je peux pas là. Non, on termine là. Je parle trop. S'il n'y a pas d'autres questions, je tenais à remercier tous nos invités. Je tenais à vous remercier, bien sûr, d'être venus. Nous ne vous chassons pas. Il y a encore de quoi boire si vous voulez continuer un peu nos discussions de façon plus informelle. Et j'espère à bientôt au Centre tchèque ou ailleurs. Merci.